Et je suis désolée, je suis trop drôle, voilà, c'est tout. Bonjour, je suis Alexis Imeros et vous écoutez Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Si vous êtes allergique à l'un des mots suivants, TDAH, queer, woke, féministe ou afrodescendance, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez rester avec nous. Comme l'a dit un jour un certain monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Mon invité du jour fait encore mieux que de revendiquer fièrement ses étiquettes. Elle s'en sert pour nourrir sa création humoristique. Une femme qui fait du stand-up, ça n'a rien de révolutionnaire. Mais quand celle-ci annonce tout de go en ouverture, souffrir de maladie mentale, ça secoue obligatoirement. Et puis, il y a aussi ce mot qu'elle brandit dès le début de son show, un mot qui est frais, qui peut paralyser le rire. Inceste. Présenté comme un trigger warning, pas vraiment. Elle joue d'ailleurs de faux avertissements à l'endroit de l'assistance, affirmant que s'il existe bien un mot absent de son vocabulaire, c'est celui-là. Tabou. Peut-elle évoquer le pays de sa prime enfance, le Rwanda, dans un spectacle comique ? Oui. Peut-elle s'ouvrir au public, au sujet des abus dont elle a été victime dans cette même représentation ? Oui. Peut-elle enfin confier qu'elle a été heureuse, internée en hôpital psychiatrique ? Oui. Oui, et oui, visiblement, être affecté par des troubles de la concentration n'est pas un frein pour se lancer dans une carrière dans l'humour. N'interdit pas les passages sur France Inter et les chroniques sur Radio Nova. Et n'a pas été un obstacle à la création de son show intitulé « Trop drôle pour mourir ». Elle y parle d'elle, l'autodérision en embuscade, tous les 5 mots, prête à se servir de son ironie pour couper la chic à qui viendrait la contredire. Dans le sud, d'où je viens, on dirait d'elle, oh c'est une tchatcheuse. Oui, elle a la tchatche et elle utilise ce don pour transmettre l'émotion. Elle nous offre le récit de la difficulté de vivre, nappé de sauce aigre-douce, décoré de bougies feux d'artifice ou des cierges magiques. Pshhh. Tragique, comique, son spectacle semble être à l'image de sa vie, oscillant entre de multiples tentations antinomiques et ce qui pourrait être triste devient paradoxalement très drôle. Son psy dira sans doute que l'humour noir pratiqué par cette artiste vulnérable et puissante est un mécanisme de défense. Qui sait ? En tout cas, elle est là pour me le dire. Ou pas. Je suis avec Mamary Munezero et je vais prendre avec elle un café au comptoir, ou peut-être plutôt un chocolat au comptoir. Bonjour Mamary. Bonjour Alexis. Je peux dire Alexis ? Mais bien sûr. Ok. Merci de m'accueillir. Des tabous, pas de tabous, ou alors quand même quelques tabous ? Je crois pas de tabou. Si on s'en tient à la définition du tabou, qui serait quelque chose d'interdit à prononcer ou à dire, je veux rien m'interdire. Est-ce que ce serait plus facile pour un homme de dire « j'ai pas de tabou » ? Ah, pour un homme, oui, c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce qu'on commente un peu moins la parole des hommes, même si elle est commentée aussi. Les tabous, ils sont transversaux à la société, mais pour les femmes, il y en a encore plus, celui de leur sexualité, juste la liberté de parler, la façon de se comporter, la vulgarité, tout ça, c'est un peu interdit aux femmes. Bon, ça fait quand même un moment qu'on transgresse tous ces interdits, mais effectivement, à partir du moment où on fait partie d'une tranche minorisée de la population, il y a de plus en plus de tabous. Est-ce que c'est justement vouloir prendre la parole qui vous a mené au stand-up ? Prendre la parole et transgresser qui vous a mené au stand-up ? C'est l'ennui qui m'a mené au stand-up. Une année de césure au milieu de mes années d'études de pharmacie. Où je souhaitais écrire un roman, mais en fait, d'écrire seule, sans vie sociale, c'est très dur. Donc, j'ai cherché des cours d'écriture, je suis tombée sur des cours d'écriture de stand-up, et je me suis dit, oh, ça pourrait être un hobby marrant. Et en fait, c'est devenu plus qu'un hobby avec le temps, mais à la fois, c'est un peu un hasard, à la fois, je crois que ça allie parfaitement tous les aspects de ma personnalité. Comment ça se passe quand on s'appelle Mamary, qu'on fait du stand-up et puis qu'on annonce souffrir de TDAH, eh bien, comment ça se passe pour l'écriture ? Parce qu'on se dit, bon, c'est quand même du travail, c'est quand même de la concentration, c'est quand même tout un tas de choses qui
sont peut-être un peu antinomiques en fait avec le fait de créer une carrière et vivre de sa création. Vous êtes balèze en fait. Effectivement, je suis un peu balèze. Non mais c'est infernal. L'écriture, si on visualise l'écriture comme étant être assis à un bureau avec un stylo et écrire sur du papier pendant des heures ou sur un ordinateur pendant des heures, je pense que ça fait 3 ans que je ne l'ai pas fait. Donc en fait, le stand-up permet de créer et d'écrire en étant TDAH. Moi, j'écris beaucoup sur scène, j'écris beaucoup à l'oral. Ah oui, sur scène. Sur scène au sens de j'improvise soit des ajouts à mes blagues préexistantes, soit de nouvelles blagues. Je réfléchis à des blagues quand je vais vers mes scènes dans le métro. Je teste des choses. Il y en a que j'abandonne très vite parce que c'est des idées foireuses et d'autres que je conserve. Et en fait, je crois que le stand-up m'a permis de trouver un métier qui soit compatible avec mon TDAH. Là où la pharmacie, bof. C'est beaucoup trop de choses à apprendre par cœur. C'est beaucoup trop rester derrière un comptoir. Bonjour. À faire la même chose un peu tous les jours. Même si, quand même, discuter avec les patients, les clients, ça permet de ne pas s'endormir. Mais disons que le stand-up est un peu plus dynamique. Ce qui est marrant, c'est que, alors peut-être j'ai une vision un peu parcellaire du stand-up, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu avoir comme témoignage, c'est pas nécessairement un milieu très bienveillant. Ah mais pas du tout. Et alors, vous arrivez avec une certaine avec une certaine franchise, vous arrivez avec des vulnérabilités. Oui. Et vous vous affrontez à un mur piquant que vous avez envie de franchir. Genre le mur il est recouvert d'orties, il y a des trucs comme ça. C'est pas grave, moi j'y vais, regardez. Bah oui. Bon après, c'est pas ma première expérience face à un mur piquant. J'ai quand même, j'ai passé des concours pour entrer dans mes études de pharmacie, donc ça c'est beaucoup plus piquant que quoi que ce soit dans le milieu du stand-up. Même mon enfance, mon adolescence, ça a été beaucoup de me défendre. Pour survivre réellement, hein. Donc les gens pas sympas du stand-up, disons que c'est le cadet de mes soucis. J'ai aussi formé beaucoup d'amitiés très fortes qui aident à persévérer dans ce milieu. Et j'ai eu des personnes qui m'ont protégée, qui ont aimé mon propos, notamment Shirley Soignon, je sais pas, qui n'est plus humoriste maintenant, qui est en pause, mais qui a été humoriste pendant longtemps, qui a ouvert un comedy club qui s'appelle le Barbès Comedy Club, qui m'a énormément encouragée à travailler mes thématiques. Et donc, quand on a une personne qui a autant d'expérience, qui nous dit ce que tu fais, c'est bien et persévère, et on se dit tant pis pour ceux qui n'aiment pas ce que je fais, qui ne comprennent pas. C'est la vie, quoi. Comment ça se passe quand on met la première fois le pied sur une scène de stand-up ? Alors, personnellement, j'ai regardé mes pieds et c'était désastreux. Parce que moi, j'avais fait du théâtre d'improvisation avant. Donc, je pensais que ça allait être... C'était déjà avec le style Mamari. Alors, le style Mamari, moi, je vous ai vu en spectacle. J'ai eu de la chance. En plus, j'étais devant et tout. Je me suis dit, waouh. Comme ça. Mais alors, derrière, il y avait, je sais pas, une centaine de personnes, même plus. Enfin, c'était plein. Ouais. Et vous arrivez et vous marrez. Est-ce que le style Mamari, déjà, dès les premiers temps, il était là ? C'est-à-dire, vous arrivez et vous marrez, quoi. Vous êtes pisse, quoi. Il y a un truc. En impro ou alors mes premières scènes de stand-up. Les premières scènes, ah non. En fait, j'essayais d'être quelqu'un d'autre et c'était tellement dur que, en fait, ça ne passait pas quand on n'est pas vrai en stand-up. En tout cas, vis-à-vis de notre personnalité, je crois qu'il y a quelque chose qui se sent. Et quand j'ai démarré le stand-up, dans les cours que j'ai suivis, on m'a dit non mais
parle pas trop de dépression, parle pas trop de maladie mentale. C'est mieux de le faire quand on a plus d'expérience. Mais c'était là quand même. Vous C'était aviez là quand même, Moi, envie d'en parler. J'avais quand même envie d'en parler parce que c'était mon quotidien et c'était des sujets que j'entendais aussi aux États-Unis, beaucoup dans les spectacles que je regardais, donc ça me semblait pas révolutionnaire d'en parler. Mais en fait, en France, à l'époque, il y avait très peu de monde qui abordait ces sujets-là. Et donc, on m'avait conseillé de parler plutôt de mon expérience en pharmacie. Donc, mes premiers sketchs, c'est des sketchs sur la pharmacie, mais où je regarde mes pieds, où j'ai pas envie d'être là, quoi. Donc, c'était absolument désastreux. Et à partir du moment où je me suis autorisée à être moi-même, bah, ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable, en fait. Parce que même quand ça fonctionne pas, il y a un truc où au moins on s'est pas trahi. Donc, ça permet de persévérer, encore une fois. Si je comprends bien, c'est à partir du moment où on arrive à s'affirmer soi-même, où on se sent bien, qu'on sait qu'on arrive à trouver le bon chemin. C'est à partir du moment où on arrive à s'accepter. Donc, avec nos défauts, avec nos forces. Moi, je sais que un de mes défauts, c'est de rire sur scène, et je sais qu'il y a des personnes qui détestent ça. J'ai essayé tellement de fois de changer, de ne pas rire, et je suis désolée, je suis trop drôle, voilà, c'est tout. Justement, je pense que ça, étant donné qu'on sent que le rire n'est pas forcé, nous, ça nous met bien, le public. Ah, tant mieux. Ça nous met bien, et on a envie de se dire, ok, elle est pisse, quoi. Ouais, mais c'est la réalité, c'est sincère. Et je crois que oui, à partir du moment où on s'accepte et où on est prêt à admettre nos défauts, nos difficultés, c'est là que ça fonctionne. Parce qu'en fait, le public vient pas chercher des personnes parfaites sur scène. Sinon, on a plein de personnes au quotidien qui font semblant autour de nous. Enfin, sinon, j'en ferais du stand-up. Et oui, la perfection s'appelle Alexis. Voilà. Merci, je vais en faire un jingle. Et vous avez plein, je parlais tout à l'heure d'étiquettes au début de votre portrait, je parlais de TDAH, queer, woke, féministe, afrodescendance, et là vous êtes en face de moi, vous avez une très jolie casquette brodée de rose où c'est écrit Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Oui. Pareil, vous revendiquez cette identité? Vous êtes un peu multicarte, c'est pratique. Alors, je suis pas lesbienne personnellement, mais je suis pansexuelle, donc il y a quand même l'étiquette LGBT. On explique pour les personnes qui est... Pansexuelle, c'est quelqu'un qui part à la chasse, qui a un fusil, qui dit cerf, ouvre-moi, ou le chasseur te... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, ça aurait vu. Mais pansexuel, c'est une personne qui éprouve de l'attirance pour les personnes indépendamment de leur genre ou de leur sexe. Et donc, je peux être attirée par des hommes, par des femmes, par des personnes non binaires. En fait, je m'intéresse plus à la personnalité, à l'âme de la personne que véritablement... je sais pas comment dire, enfin, je vais pas dire l'enveloppe, parce que la beauté m'intéresse chez les gens, mais... Disons que j'ai plus de feeling avec la personnalité que de catégorie de genre, quoi. Donc en gros, c'est un message politique que vous tenez dans votre Voilà, je crois que la clé, c'est la spectacle. Pansexualité. Mais donc oui, j'ai beaucoup d'étiquettes. Est-ce que je les revendique Clairement, je dans le les spectacle, accepte non ? en tout cas. C'est vrai que je les affirme parce que, en fait, ça ne m'a rien apporté de me cacher dans ma vie. C'était plus un poids pour moi, pour mettre à l'aise les personnes autour de moi, mais en fait le titre du spectacle, que je justifie jamais dans le spectacle d'ailleurs, qui est trop drôle pour mourir, c'est aussi parce que le silence en fait m'a coûté d'avoir des envies suicidaires, de me sentir mal dans le monde, et à partir du moment où j'ai accepté de m'exprimer et dans tout ce que je suis, d'arrêter de me cacher, j'ai beaucoup plus eu envie de vivre, et voilà, que ça plaise ou non à tout le monde, c'est pas trop mon problème. Mon problème, c'est d'avoir le goût de vivre, et actuellement je l'ai en affirmant tout ça.
Mais je le vois, ce beau sourire, cette pêche, tout ça. Et malgré tout, il y a ce qu'on appelle le handicap invisible. Oui. Voilà, moi j'ai des amis qui sont handicapés en fauteuil et donc c'est très visible, mais il y a également toute une partie de la population qui a un handicap invisible. Ça se traduit comment ? Le handicap invisible, alors moi c'est lié à mon stress post-traumatique, donc lié aux abus que j'ai pu vivre dans mon enfance et aussi certainement au fait d'être née durant un génocide, donc le génocide rwandais pour le contexte. Donc le stress post-traumatique qui entraîne aussi de la dépression sévère, qui maintenant est régulée chez moi, donc tant mieux. Et aussi une partie du TDAH, donc trouble de la concentration, qui peut être avec ou sans hyperactivité. Ça fait beaucoup de... Et alors vous, c'est avec ou sans ? Qu'est-ce que vous avez commandé ? Moi, je croyais que c'était sans hyperactivité au début, mais en fait, j'étais juste en dépression. Et donc maintenant, je vois que c'est avec hyperactivité. Mais oui, au début, je croyais que c'était sans. Et chez les femmes, en général, elles ont plus tendance à se contenir et s'adapter à leur environnement. Donc l'hyperactivité ne se voit pas beaucoup. Donc on voit plus des profils sans hyperactivité chez les femmes. Et puis elles vont compenser, c'est ça ? C'est ça. Intérioriser et donc beaucoup souffrir aussi et être moins détecté. Je me permets de parler de votre vie privée parce que vous mettez cela dans votre spectacle. Oui. Vous en parlez, c'est pas une question de voyeurisme de ma part. Mais et donc le handicap invisible, j'ai oublié de... Et donc le handicap invisible, ça se traduit comme des difficultés concrètes à fonctionner au quotidien. Moi, j'ai des difficultés pour faire mon ménage, des difficultés justement pour rester assise et écrire un texte. C'est un enfer pour moi. Mais il y a cette difficulté à se croire soi-même déjà, parce qu'on ne ressemble pas à une personne handicapée. On a l'impression de faire semblant, de manquer de volonté. Et puis, il y a une difficulté aussi à se faire comprendre par l'extérieur, parce que quand on n'a pas une marque physique de handicap ou de limitation, on va... plus difficilement nous prendre en compte, quoi. Il y a moins de prévention autour de tout ça. Il y a moins d'adaptation aussi. Quand on parle d'adaptation du milieu de travail, pour une personne qui, par exemple, serait en fauteuil roulant, ça semble légitime et on visualise que ça peut être comme adaptation. Pour une personne qui a des troubles de la concentration, les adaptations du milieu de travail, on va avoir l'impression que c'est un peu du luxe, quoi. Donc c'est assez compliqué de naviguer là-dedans, surtout dans le milieu du travail. Et c'est pour ça aussi que j'essaye d'en parler et d'en faire parler. Et de représenter également de façon positive, en plus. C'est ça, de représenter de façon positive, parce que j'ai conscience que j'ai une image qui est sympathique, qu'on va écouter facilement. Donc j'essaye d'en profiter pour faire parler de thématiques qui sont stigmatisées et pour ouvrir la porte à d'autres personnes qui auraient plus de difficultés à se faire entendre, parce que plus de difficultés déjà rien qu'à s'exprimer ou juste à garder son calme, par exemple. Parce qu'il y a ça aussi qui joue dans le fait d'être entendu. Le rire, c'est plus agréable à entendre qu'une personne qui est en colère. Et pourtant, il y aurait plein de raisons d'être en colère. Est-ce qu'on aurait à répondre à quelqu'un qui, rapidement, qui vous voit, il dit attends, cette personne, elle fait des chroniques sur Radio Nova, elle a la pêche, elle a le sourire, qu'est-ce qui nous casse les pieds à nous dire qu'elle est handicapée ? Elle a rien. Et je lui répondrais, viens donc une semaine dans ma vie. Voir comme c'est simple. Mais une personne qui se dit que je n'ai rien, c'est une personne qui m'a vu 10 minutes ou qui me connaît très peu. C'est-à-dire que dans le quotidien, c'est très dur. Aujourd'hui, c'est moins dur parce que déjà, j'ai beaucoup moins d'exigences envers moi. Il y a des choses que j'ai acceptées dans mon quotidien et que je ne me demande plus, que je pouvais me demander avant, et en fait qui rendait les choses encore plus difficiles, parce que non seulement on n'arrive pas à faire les choses, mais en plus on se sent coupable de ne pas arriver à les faire, donc on est triste, et quand on est triste, on a moins d'énergie. Enfin,
C'est rien que ça, c'est épuisant. Ensuite, j'ai une aide à domicile, auxiliaire de vie, pardon. J'ai une auxiliaire de vie. Sans ça, c'est une catastrophe. Sans mon auxiliaire Ouais. de vie. Sans mon auxiliaire de vie, disons que je vis dans le bordel et que j'ai beaucoup plus de stress au quotidien, quoi. Parce que quand même, c'est la personne qui vient m'aider, qui vient 2 fois par semaine, 2 heures, pour m'aider à faire le ménage et les courses. Et donc, en fait, sans mon auxiliaire de vie, je pense que j'arrive à vivre, mais que c'est lent et compliqué et que je commande tous les jours de la nourriture qui me coûte hyper cher, quoi. Je pense que c'est ça aussi. C'est pas impossible, mais c'est vraiment un poids inutile, quoi. Ce qui est terrible, c'est qu'en France, et comme dans la majorité des pays dans le monde, on prend très peu soin de la santé mentale des gens. Mais oui. Il y a quelques avancées timides. Oui. Je pense qu'on a le droit à une séance par mois ou quelque chose remboursé Je crois. chez certains praticiens. Enfin bon, bref, c'est assez... mais vous, effectivement, vous faites partie de ces artistes qui mettent cela en avant. Oui. Et c'est une bonne chose. Et ça va nous mener, là, l'air de rien, sans transition, vers le vrai ou faux Waouh! d'un café au comptoir. Est-ce que vous êtes prête, Marie? Je crois que je suis prête. Jingle. Un café au comptoir. Ma Marie, vrai ou faux, vous avez joué dans des clubs chicha? Oh, c'est vrai! C'est vrai, mais c'était pas une très bonne voie pour moi. Je me suis obstinée au début de... Un club chicha, on rappelle, hein, c'est un club où, une sorte de bar où Oui. des hommes surtout fument la Oui. chicha. Oui, exactement. Et donc, il y a des humoristes qui, parfois, vont jouer dans ces clubs-là, qui sont réputés pour être des scènes assez dures parce qu'on vous toise, le public s'attend à être surtout vanné, un peu à la manière de Redouane Bougueraba. Je ne sais pas si c'est familier pour vous, mais donc, c'est un environnement où dès que j'ai commencé le stand-up, on m'a dit « Toi, tu n'es pas faite pour ça ». Et donc, j'ai entendu ça, je me suis dit « Ok, je vais y aller ». J'y suis allée. Effectivement, je ne suis pas faite pour ça. Je n'aurais pas dû. J'ai beaucoup souffert. Donc on ne conseillera donc à personne les clubs chicha. Vous pouvez, si vous êtes plutôt à personne en tant qu'humoriste ou en tant que public. J'en sais rien. Moi, les deux. Hein, jamais dit ça. Ça dépend. Si vous avez envie de vous faire vanner, vous faire terminer, comme on dit, là, vous pouvez y aller. Ou si vous aimez terminer les gens, allez-y. Mais sinon... On va envoyer Macron. Bon. Oui, ouais. Vrai ou faux, à 8 ans, votre objectif dans la vie était d'être prix Nobel. C'est vrai. C'est vrai. J'aurais préféré prix Nobel de littérature, mais comme j'étais quelqu'un de pas très difficile, j'acceptais aussi éventuellement d'autres nominations. Mais littérature, ça aurait été mon préféré. Et à 10-12 ans, je me suis dit, ça y est, c'est trop tard pour être un jeune génie. Donc j'ai arrêté ma carrière littéraire. Ça vient d'où en fait, cette totale assurance, presque, cette arrogance, mais qui est teintée absolument d'une sorte de syndrome de l'imposteur à tout moment? Ça vient de... Il y a un moment dans mon spectacle où je parle de mon père qui me dit, parce que j'ai eu 20 sur 20, qui me dit « Tu rends fière l'Afrique ». Et en fait, je crois que ça la vient pression. de... Exactement. Je crois que ça vient d'un besoin de compenser l'immigration, quoi. De rendre rentable le sacrifice de mes parents. Et donc, il faut que je sois prix Nobel ou que je fasse une grande école ou en tout cas, que je m'illustre pour que ça compense le fait d'avoir perdu tout un pan de leur vie. Alors que ça n'est pas moi qui ai pris cette décision, que ça n'est même pas eux-mêmes, hein, ils l'ont fait pour survivre. Mais il y a un côté comme ça de culpabilité à l'intérieur de soi qui se dit l'excellence ou rien, quoi.
Mais maintenant, je me suis calmée. Mais à 8 ans, oui, c'était très fort. Et puis surtout, à 8 ans, on vous dit que vous êtes un génie, vous y croyez. Parce que vous êtes première de la classe, la maîtresse vous trouve absolument génial tout le temps, vos parents vous disent que vous êtes absolument génial, donc on croit que tout est possible. Moi, j'avais pas du tout conscience des limitations de la société. Et quelque part, tant mieux, ça m'a permis de rêver, ouais. Votre famille, elle a vu votre spectacle ? Alors, il y a mon petit frère qui a vu mon spectacle. Qui l'a vu, mais je pense 5 fois, qui amène tout le temps ses copains. Et tant mieux, c'est bien, mais j'ai dit, tu l'as suffisamment vu, c'est bon. Et le reste de ma famille, non. Pas encore, je sais pas. J'avais dit à mes parents un jour, parce que... Ils savent ce que vous faites dans la vie. Ils savent ce que je fais, et au début du stand-up, ils m'accompagnaient. Ils m'accompagnaient à quasiment toutes mes scènes, sauf qu'ils se sont mis à commenter mes moindres blagues, et je leur ai rappelé qu'ils n'étaient pas co-auteurs, ni metteurs en scène ou quoi. Et un jour, je leur ai dit, vous reviendrez quand je serai à l'Olympia, quoi. Ah oui. Et ouais, et ils ont rigolé, évidemment. Mais je pense que je maintiens ce que je dis. Je les autoriserai à voir le spectacle. Ah, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne sont pas autorisés. Ah, ils ne sont pas autorisés. Mais après, moi, j'ai coupé les ponts avec ma famille aussi. Donc ça complique la communication légèrement. Bien sûr. Mais j'ai coupé les ponts avec tout le monde sauf mon petit frère. Donc ils ont encore moins de raisons de venir. Mais s'ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit, oui. D'accord. Ça rigole pas chez vous. Vrai ou faux, donc? Ah oui, ça, mais vous l'avez dit, vous auriez pu être pharmacienne. Ah, c'est vrai, j'aurais pu, mais... Vous êtes déjà passé derrière le comptoir en oui. stage ou tout ça? Ah oui, j'ai fait beaucoup de temps derrière le comptoir. On va faire un test. Bon, on pourrait faire un café Bonjour. derrière le comptoir. Oui, voilà. Bonjour, c'est mon ordonnance, voilà, c'est pour... Merci beaucoup. C'est écrit dessus normalement sur l'ordonnance. Est-ce que vous pouvez me donner votre carte vitale. Merci beaucoup. Après, je le passe dans le petit lecteur de carte vitale. Je vois votre identité. Et ensuite, je lis l'ordonnance. Je vais chercher derrière les médicaments. Je vois une petite erreur. Je dis là, est-ce que vous êtes sûr que votre médecin vous a bien lu vos antécédents, machin. Après, oui, c'est le fentanyl, il m'a dit que c'était... fallait, non? Oui, mais bon, fentanyl, c'est écrit P-H-I-L, donc ça m'inquiète. Est-ce que c'est pas vous qui avez fait cette ordonnance vous-même? Ah, je vais voir ça. Non, c'est mon fils qui me l'a donné, il a 3 ans. Et... Votre fils est docteur à 3 ans? Je sais pas. Je reviens, je vais voir dans ma voiture. On a des scènes cocasses genre en pharmacie. Ça vous est arrivé? Ah oui, oui. Il y a plein de scènes cocasses de personnes qui viennent avec des fausses ordonnances. On a aussi beaucoup de personnes qui sont pas contentes que des choses ne soient pas remboursées, donc il faut expliquer. Des personnes qui n'ont pas leur ordonnance, mais donc faut retrouver l'historique, mais sauf qu'en fait ils sont jamais venus dans notre pharmacie, donc ils attendent à ce que toutes les pharmacies communiquent entre elles. C'est pas le cas? Malheureusement non. Toutes les pharmaciennes ne se connaissent pas? Malheureusement non. Ne vous assurez pas de clopinette? Mais sachant que j'habite dans cette ville depuis 10 ans, en fait je connais toutes les pharmacies autour. Il y en a une où j'ai travaillé, une autre qui appartient à un copain de la fac, une autre là-bas qui appartient à un autre copain de la fac. Enfin, vraiment, on dirait une petite mafia si on se réfère à mon quartier. C'est quoi le futur pour Main-Marie, en fait? Comment vous allez écrire encore? Est-ce que on n'a jamais terminé d'écrire sur ce thème celui de la santé mentale ou l'inceste en particulier? Les deux, en fait. Finalement, je me suis aperçu, je coupe juste avant que vous commenciez, que l'inceste, en fait, c'est une toute petite portion de votre spectacle. Alors, c'est une toute petite portion et en même temps, il est partout sans qu'on s'en rende vraiment compte.
au sens où l'origine de mes troubles de santé mentale, c'est quand même l'inceste. Ouais. En fait, l'inceste, ça a plein de conséquences qu'on ignore sur la santé mentale. Bon, on s'imagine bien que c'est douloureux émotionnellement, mais on s'imagine assez peu que ça peut nous empêcher, par exemple, parfois de bouger. Moi, il y a des moments où je suis comme dissociée de mon corps. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui se passe au moment d'une agression pour protéger le corps du déferlement d'adrénaline, de cortisol, tout ça. Donc, le corps se dissocie de toutes ces sensations pour éviter tout simplement la mort, parce que sinon ça pourrait provoquer ça, tout ce déferlement d'adrénaline. Mais sauf qu'en fait, au quotidien, après, en grandissant, quand on a vécu un traumatisme comme ça se reproduit à plein de moments, à des moments de stress particuliers où d'un coup on n'arrive plus à bouger. Donc ça, c'est ce qui m'empêche aussi de faire simplement mes tâches du quotidien. Ça affecte aussi la vie sentimentale. Le fait d'avoir des difficultés à avoir des relations de longue durée, en fait, c'est complètement lié à ça, parce que comment apprendre à faire confiance quand au sein même de votre famille, on vous a fait du mal, ça affecte... quoi d'autre ? C'est lié à mes addictions aussi. Ça crée des addictions, d'avoir des traumas profonds. Encore une fois, pour permettre au corps de se dissocier des émotions trop fortes. Et donc, en fait, il est partout. On ne se rend pas compte. C'est vrai que je ne dis le terme et je n'en parle que 10 minutes factuellement. Mais en fait, ça a défini toute une très, très grande partie de ma personnalité et de mon quotidien. Mais donc, comment on continue après ça à faire rire en tant que ma Marie je ne sais pas encore. Mais il y a l'envie. Comment ? Mais il y a l'envie. Il y a l'envie, c'est sûr. Et puis, je pense qu'il se passe tellement de choses au quotidien. Là, en ce moment, j'ai plus tendance à commenter l'actualité parce que c'est simple. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois qu'en évoluant dans des phases de vie, on trouve de la matière. Le dernier sketch que j'ai écrit, c'est sur mon chat. Bon. Ça n'a pas beaucoup de lien avec ce que je faisais avant. Mais et pourtant, c'est le quotidien. Et pourtant, c'est le quotidien. Et puis, de toute manière, je ne vais pas arrêter d'être malade demain. Donc, oui, ça aura de l'influence dans mon quotidien, mais ça en a beaucoup moins qu'avant. Où je le vois moins parce que je le maîtrise mieux. Est-ce qu'il y a une chance pour que vous passiez finalement à l'écriture, je pense à l'écriture d'un livre tel que vous le rêviez quand vous aviez 8 ans ? Il y a de très grandes chances parce que j'ai eu une proposition de contrat d'édition exclue. et donc là, prochainement, je vais écrire un roman. Donc c'est aussi une nouvelle aventure, mais qui m'intimide beaucoup plus. Parce qu'il y a justement cette question de pression que je n'ai pas avec le stand-up parce que c'était pas mon rêve, j'ai pas construit d'imaginaire autour du stand-up en grandissant, alors que l'écriture pour moi c'est presque sacré, donc il y a tout un côté syndrome de l'imposteur et puis en même temps il y a une partie de moi qui a grandi et qui sait se dire que je n'ai pas besoin d'avoir un prix Nobel pour écrire un livre et donc voilà, je vais essayer de le faire avec un maximum de sincérité. Il y a un livre, une autrice, un auteur qui vous a particulièrement marqué ou qui servirait un peu de modèle en fait pour vous ? Alors, le livre qui m'a le plus marqué en grandissant, c'est Comme un roman de Daniel Pénac. Et ça m'a marqué parce que ça m'a enlevé beaucoup de clichés sur l'écriture et sur la lecture, parce que c'est tout un livre qui raconte qu'il n'y a pas besoin d'être expert en fait, ni pour lire ni pour écrire, et qui désacralise justement ce pan-là de la culture. Et c'est écrit très simplement, mais en fait c'est dur d'écrire simplement, et ça m'a donné envie d'être une autrice accessible à tout le monde.
Là où avant, j'estimais que l'écriture qui avait de la valeur, c'était une écriture avec des mots soutenus. Maniéré. Oui, maniérée, qui demande d'avoir un dictionnaire à côté de soi pour comprendre, quoi. Et en lisant comme un roman de Daniel Pénac, je me suis dit, en fait, c'est ça. L'écriture que je veux avoir, je veux que n'importe qui, sans aucun autre élément que la capacité de lire, qui n'est pas accessible à tout le monde déjà, puisse comprendre tout ce que je dis, puisse avoir accès aux émotions que j'évoque. Et ça m'a donné envie, oui, de me tourner vers l'écriture populaire. C'est très bien parce que c'est un vrai challenge en plus de faire simple. Ah oui, c'est un immense challenge. Mais c'est pareil pour mon stand-up en fait. Là où... comme j'ai des bases littéraires et que j'ai énormément lu et que j'ai vu beaucoup de choses qui pourraient être hyper intellectuelles, tout ça, j'aurais pu faire un stand-up beaucoup plus pompeux, bourgeois, et c'est ce qu'on me demande aussi parfois. Il y a des personnes qui sont étonnées que mon stand-up soit aussi simple alors que j'ai la capacité d'avoir un vocabulaire soutenu, mais en fait j'ai écrit du stand-up pour qu'un maximum de personnes puissent s'y retrouver et qu'on se comprenne tous sans difficulté. Donc je veux pas qu'il y ait une barrière entre moi et le public. Quand vous imitez certains psys, oui. Ça accroche un peu comme ça. Hein. Voilà, j'ai besoin que ça soit compréhensible par n'importe qui, parce que sinon pour moi c'est limiter l'art. Voilà. Mais bon, c'est ma conception. Vous auriez pu être psy ? J'y ai beaucoup réfléchi. En fait, au moment de mon admission en pharmacie, j'avais aussi envoyé des dossiers pour faire de la psychologie clinique. Parce que j'ai été très surprise d'être admise en pharmacie d'ailleurs. J'avais très peu travaillé. Et donc, j'avais envoyé des dossiers pour la psychologie clinique. Et au final, comme j'ai réussi le concours, je n'y suis pas allée. Mais c'est encore... Vous n'y êtes pas allée ? Non, je suis pas allée. Je suis pas allée en psychologie clinique. Je suis allée en pharmacie à la place. Non, mais vous êtes allée au concours. Ah, je suis allée au concours. Ah, d'accord. Je croyais que non, j'ai le concours, je suis pas allée. Oh, je suis capable de faire des choses comme ça aussi. Hein. Mais c'est quelque chose qui me trotte toujours dans la tête. Je me dis, peut-être, après le stand-up, la psychologie, pourquoi pas. Comment elle parlerait, la mamarie psy, en fait ? Elle utiliserait des mots savants. Oui, je crois que... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est très oedipien. Non, la mamarie psy, je pense qu'elle parlerait comme la mamarie stand-upeuse. Moi, ce que j'adore chez ma psy, c'est qu'on rigole beaucoup. Et qu'elle soit simple dans ce qu'elle raconte. Il n'y a pas... parce que j'ai fait beaucoup de thérapie. Et dans certaines thérapies, je passais une semaine à déchiffrer ce que mon psy avait essayé de me dire, mais genre le père Fouras, quoi. Et ça m'épuisait d'avoir une charge comme ça, d'une énigme toute la semaine à résoudre. Et donc, en fait, ce que j'adore avec ma psy actuelle, c'est que c'est très simple ce qu'elle me dit. Elle me parle très franchement et on rigole beaucoup. Et j'aimerais bien... avoir ce style-là, quoi, sans être une amie non plus, parce qu'une psy n'est pas une amie. Mais en fait, on n'a pas besoin d'avoir un masque comme ça d'intellectuel pour être crédible. Marie, nous sommes dans un café, nous sommes même au café La Fraternité, qui n'est pas loin de chez vous, qui est en face du café, qu'on ne dise pas le Deauville, le Trouville, j'allais dire le Deauville, pas du tout, le Trouville, où vous n'allez plus parce que la direction a changé, enfin bref, tout un truc comme ça. L'ambiance et tout, en fait j'aime pas, quoi. On a une tradition dans Café au comptoir, c'est de poser des questions sur l'univers du café, donc je vais vous faire un quiz qui va allier à la fois le côté santé mentale et puis boisson et puis pharmacie. D'accord. Attention. Ouais. Quelle boisson est plus excitante que le café ? Quelle boisson est plus naturelle. excitante ? Quelle boisson naturelle est plus excitante que le café ? Quoi ? Ah ouais. Mais il y en a ? Oui. Et c'est pas de l'alcool ? Non. Boisson plus excitante que le café ? Je vous donne la réponse. Le guarana. Alors,
Ok, je me suis laissé avoir un peu. Ok. Mais parce que le guarana, c'est pas une boisson à part entière, c'est plus une baie. Oui. Mais on Oui, peut. mais bon, on fait, oui. Le guarana, Oui, c'est donc vrai. c'est plus excitant, qui contient 7 fois plus de caféine que le café. Vous savez que le café, c'est pas liquide non plus. Oh là là. Ces effets énergisants sont intéressants car la caféine du guarana est absorbée plus lentement par l'organisme. Ces effets énergisants durent plus longtemps, ne provoquent pas de nervosité et est plus douce pour l'estomac. Waouh. Deuxième question. Quelle tisane naturelle est la plus puissante pour se détendre? Tisane naturelle la plus puissante pour se détendre, Oui. la valériane. Non, ce n'est pas valériane. Mmh. Avec un P. Avec un P. Avec un P. Ouais, pas. La passiflore. Gagné. Un point pour ma Je suis main. vraiment la pire pharmacienne du monde. La passiflore est la plus calmante. Elle possède des propriétés anxiolytiques puissantes, favorise la relaxation, réduit les tensions nerveuses et améliore la qualité du sommeil grâce à ses effets sédatifs prouvés scientifiquement. Waouh. La passiflore. Passion passiflore. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? De la passiflore, les gars. Ouais, c'est trop bien. Attention, dernière question. Quel smoothie apporte du potassium, du phosphore et du magnésium? Dans Bah, un il y café. a pas mal de bananes. Dans la banane, il y a les trois. Elle s'en approche. Et alors, potassium, phosphore, magnésium. Ouais. C'est un smoothie spécial. Moi, quand j'ai vu la recette, je me suis dit, what the fuck? Mais bon. Banane épinard. Oh purée, c'est vrai. Vous avez vu mes notes? Non. Si. Non, mais réellement non. C'est vous qui Mais avez. c'est parce que- Vous êtes ChatGPT. Vous avez fait le Je truc. suis exactement. C'est Je ça. suis ChatGPT. Oui, parce que les épinards, il y a beaucoup de vertus, effectivement. Vous avez déjà Mais c'est goûté. banane épinard? Vous avez déjà goûté le smoothie banane épinard? Non, mais j'ai envie. C'est écrit j'ai là, envie- j'ai le envie smoothie maintenant. à la banane et aux épinards. Non, mais je l'ai réellement pas lu. Donc, Vous m'avez jeté un je sort. mérite mon Vous avez un diplôme. truc, marabout, je ne sais pas quoi. Vous êtes devin. Il y a une Ouija board, j'en sais rien. Appelez-moi également pour les ruptures amoureuses. Le smoothie à la banane et aux épinards est une Ouais. boisson énergisante naturelle qui contient du potassium, du phosphore et du magnésium. Et ouais. Waouh. Et je pense qu'il y a du fer aussi. Parce Ouais, que les sans épinards, doute. il y a du fer. C'est le truc de Popeye, là. Bah oui. Marin. Ouais. Merci beaucoup, ma Marie, Bah, pour cette merci. interview de bon matin à Saint-Mandé. Merci. J'ai adoré. Et on vous souhaite. C'est quoi l'actualité pour ma Marie là en ce moment? Donc il y a toujours Mon spectacle, Trop drôle pour mourir, au théâtre Le République. à République. À République. Et franchement, qui est très drôle. Merci beaucoup. Après, suivez mes tribulations sur Instagram, mamari.munézéro. Sur Radio Nova, on trouve certaines Sur de vos Radio chroniques. Nova, en chronique, je passe une tête de temps à autre. Et puis, bah, le fameux livre, mais qui va mettre un temps à sortir. Donc pas mal de choses et je rassure tout le monde, elle n'a pas le même look, elle n'a pas piqué les vêtements, des briques l'ont prêt, donc tout va bien. C'est ma Marie et je vous conseille son spectacle et je vous conseille de la suivre sur les Instagram, n'importe quoi, mais voilà, avec son Merci. sourire et sa bonne humeur. Merci beaucoup. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, eh bien, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café.